Salut à tous, j'ai sorti la vidéo de fabrication de l'armure lamellaire il y a environ 1 heure. Donc l'armure lamellaire, c'est celle-ci pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et du coup, à la fin de cette vidéo, j'expliquais que je voulais vous raconter un petit peu quelle était la démarche pour fabriquer un objet qu'on n'a pas retrouvé en fouilles archéologiques, c'est-à-dire un objet qui théoriquement n'existe pas. Ouais, c'est un peu pour la miniature et pour le titre que je dis ça, parce qu'en réalité, vous allez voir que tout a été très réfléchi et que chaque choix fait sur cette armure est tout à fait justifié. Donc j'ai une petite forme, bien sûr. J'ai une petite liste avec tous les éléments que j'ai utilisés pour cette armure, tous les éléments que j'ai mis en place sur cette armure, et j'ai également noté vos questions parce que en 1 heure de postage de vidéo, vous avez été déjà très nombreux à me poser des questions et des questions qui sont très intéressantes, et du coup je vais répondre à quelques-unes à la fin pour pouvoir, pour que tout le monde puisse en profiter tout simplement. Voilà. Alors, me voilà, je veux reconstituer donc une armure moyenne-orientale des 12e et 13e siècles, donc c'est la période des croisades à peu près, de Saladin, pour ceux qui aiment bien les personnages. Je dis moyenne-orientale plutôt que musulman, parce qu'il n'y avait pas que des musulmans dans ces armées-là à l'époque, il n'y avait pas que des musulmans qui portaient ce type d'armure, du coup c'est plus généraliste de dire moyen-orientaux. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de dessins sous la main, j'ai des films, j'ai des choses comme ça qui montrent cette armure. Elle a l'air super belle, mais la première question à se poser c'est, les dessins c'est bien beau, mais est-ce qu'elle a vraiment existé? Là-dessus, on va donc prendre les sources, donc ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est-à-dire les images, les textes et les preuves archéologiques, pour essayer d'en savoir plus. Et là, pour le coup, on en a plein. Des enluminures qui nous montrent des armures lamellaires, on en a plein, de plein de types différents, à plein d'endroits différents, le Moyen-Orient en est plein. Archéologiquement parlant, on a retrouvé des écailles qui sont certes en métal, mais on a quand même retrouvé des écailles qui prouvent l'existence de ce type d'armure, et dans les textes, on nous parle très régulièrement de ce genre d'armure, pour vous dire à quel point elle est courante et reconnue. Dans la règle des Templiers, c'est-à-dire les règles qui fixent l'ordre des Templiers, les Templiers doivent tous posséder, les chevaliers Templiers doivent tous posséder une armure de ce type, une armure lamellaire. C'est vous dire à quel point c'est une armure qui a vraiment son importance. Donc en termes d'existence, pas de problème là-dessus, on est bon. Ensuite, je l'ai faite en cuir. On n'a pas retrouvé de lamellaire en cuir. Du coup, est-ce que le cuir, ça existait pour ce type d'armure? Alors là, on a la chance d'avoir un texte qui a été écrit par Al-Tarsusi, qui est un auteur, on va appeler ça un auteur du XIIe siècle, qui a écrit un traité d'armes pour Saladin, où il décrit un certain nombre d'armes, jusqu'aux machines de siège d'ailleurs, des armées de Saladin, et donc il nous décrit très précisément ce type d'armure. Donc il nous l'a décrit, et il nous dit qu'elles peuvent être faites en 3 types de matériaux différents, c'est-à-dire en cuir, en corne et en métal. Donc le cuir, c'est bon. Alors il nous décrit aussi une espèce de recette où les lamelles sont moulées avec une recette très très étrange que je vais vous mettre à l'écran, qui est un mélange de poudre de cuir de chameau, d'os, d'émery, de bois, de colle. C'est très très étrange, on n'a pas réussi à tout traduire pour l'instant. Donc il existe un matériau composite pour faire ces armures, mais on n'en sait pas plus. Ensuite, la question de la forme des écailles, cette forme en U qui est très caractéristique, là encore on la voit sur beaucoup d'enluminures, et en plus de ça on en a retrouvé certaines en métal, du coup c'est tout à fait validé aussi pour la forme. La taille des écailles a son importance. Pourquoi? Parce qu'en fait ce cuir, donc là vous voyez c'est un cuir de 2 mm que j'ai utilisé, comme je vous dis dans la vidéo, c'est du cuir un peu de récupération parce que je voulais le tester, mais en réalité d'habitude j'utilise plutôt du 3,5 ou du 4 mm, et donc faut vous dire qu'avec ce type de montage, plus les écailles sont petites et plus elles vont se superposer au montage. Sur celle-ci vous avez systématiquement toujours 2 épaisseurs de cuir, voire 3 pour le haut des lamelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une lamellaire à 3 mm et demi, vous avez entre 7 et plus 3,5 de plus, bref, 7 et 10 cm, 7 et 10 mm à peu près, il y arrivé 7 et 10 mm à peu près de cuir épais pour recevoir les coups et les projectiles, donc c'est vraiment intéressant. Imaginez 1 cm d'épaisseur de cuir ciré, ça commence à faire beaucoup à traverser avec une flèche. Donc voilà, plus les écailles sont petites, plus elles vont se chevaucher. En plus de ça, vous voyez que sur les enluminures dont je me sers de référence, donc ça ce sont les enluminures du Warka, qui sont des enluminures turques qui décrivent des scènes notamment de guerre, mais aussi de vie courante de cavaliers turcs. Vous avez des armures de ce type, il y en a énormément, et vous voyez qu'à peu près, c'est le même type de taille en proportion. Alors après, il faut faire attention parce que dans cette enluminure, ils ont des très très grands sabres et des tout petits boucliers, et on pense que c'était plutôt une moyenne entre les deux. Mais tout de même, c'est un faisceau d'indices qui nous emmène vers une taille moyenne, qui est pas trop mal. Donc là, on a des écailles qui font de mémoire 3,5 par 8,5 en centimètres.
Ensuite, la question suivante, ça a été pourquoi est-ce qu'elles sont dirigées vers le haut? Parce que naturellement, pour nous tous, on considère que vers le bas, c'est mieux parce que les coups vont glisser vers le bas. Alors, il n'y a pas de vrai consensus là-dessus, mais il y a une espèce de théorie qui veut que tous les cavaliers portent les écailles vers le haut, parce que la plupart des coups vont venir du bas, c'est-à-dire des piétons, alors que la plupart des piétons vont porter des écailles vers le bas, parce que les coups vont venir vers le haut, c'est-à-dire d'autres piétons ou de cavaliers. C'est une théorie qui est pas certaine sur les enluminures, sur les sources en tout cas visuelles qu'on a. On a les 3/4 où ça se vérifie, mais dans le quart restant c'est pas du tout le cas. Donc c'est un peu obscur. Moi j'ai considéré que dans 9/10 des sources que j'ai utilisées, sur les lamellaires, en tout cas sur cette zone géographique, les écailles sont toutes vers le haut. Donc pas de question à se poser, les écailles sont vers le haut. Voilà. Ensuite, la question que je me pose évidemment, puisque là, je sais que les lamellaires en cuir, ça existe. Je sais que la taille est à peu près bonne, la forme est à peu près bonne, et que je vais pouvoir les monter. La question, c'est de savoir comment les monter. C'est-à-dire que vous avez remarqué, j'ai fait, donc toutes les lamelles qui de ce côté-là sont au-dessus des lamelles qui sont à côté. Voilà, ça, c'est pas fait pour rien non plus. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des armures. Ces armures sont des armures d'archer. Donc, si vous tirez à l'arc comme ça, naturellement, la corde risque de venir frotter sur votre armure. Donc il vaut mieux à ce moment-là qu'elle soit comme ça, que la corde puisse glisser gentiment, parce que si elle était dans l'autre sens, elle accrocherait, et du coup elle risquerait soit d'abîmer l'armure, soit d'abîmer l'arc, soit d'abîmer la corde, enfin dans tous les cas ce serait pas une bonne idée. Donc de cette façon-là, la corde peut glisser par rapport à mon bras d'arc. Voilà, donc là encore, ce choix a un sens. Donc je vais faire mon petit montage comme ça. Mais, évidemment, la question, il faut que je finisse mes lamelles, donc la question c'est, les couleurs sont-elles justifiées? Donc sur le Warka, comme vous le voyez, on distingue assez nettement des traces de couleurs, notamment bleu et or, mais pas uniquement. Et donc ces espèces d'effets de ligne, de fameux effets de ligne, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire moi-même ce montage en ligne. Sachant que sur les couleurs, les textes nous renseignent et nous disent que certaines pouvaient être peintes, certaines pouvaient être laquées, que certaines étaient gravées d'inscriptions également, ça va un peu loin. Il faut savoir que tout le matériel moyen-oriental des croisades, tout est superbement décoré. Les gars de la moindre armure, ça devient une œuvre d'art, c'est assez incroyable. Enfin voilà, les gars se craquent un peu. Bref, le fait qu'elle soit en couleur, c'est pas un problème. J'ai choisi une teinture, j'aurais pu faire une peinture sans problème, ou une laque. Mais dans tous les cas, c'est possible. Et donc cette alternance par ligne, c'est pareil, on a des sources qui nous emmènent un petit peu là-dessus. Donc j'ai choisi de faire ça. Sur la question du traitement des lamelles à la cire, donc on nous explique dans les textes que le cuir peut pas être utilisé en tant que tel et doit être traité. Alors le choix du traitement à la cire, alors c'est de la cire imprégnée et pas bouillie. On parle très souvent de cuir bouilli, le cuir bouilli ça n'existe pas. Parce que si vous mais testez-le chez vous, prenez des chaussures, un exemple tout bête, hein, prenez des vieilles chaussures vraiment en cuir, vous faites bouillir une marmite, vous mettez vos chaussures dedans et vous me dites ce qui se passe, vous allez voir, vous allez très rapidement comprendre ce qui se passe. En fait, il faut avoir du cuir, de l'eau pour le cuir bouilli, ou de la cire dans mon cas, qui est chaud, parce que ça peut imprégner le cuir et changer sa nature. Il va devenir plus dur. Mais si vous faites de la cire ou de l'eau réellement bouillie, bah en fait, votre lamelle, elle va faire ça comme ça. Et donc c'est ridicule et ça peut pas servir, parce qu'en fait, le cuir crame, tout simplement. Voilà, donc la cire permet d'imprégner entièrement la lamelle, qui va être donc avec de la cire à l'intérieur, et va donc être beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante, tout en étant imperméable, je peux dire toujours, on sait jamais, et facile à entretenir. Donc c'est très très pratique, et moi j'ai fait des tests sur du cuir... sur du cuir sans traitement et du cuir avec traitement, et le cuir avec traitement est beaucoup plus résistant. Voilà, bon, c'est normal, en fait, on va rajouter une matière à l'intérieur du cuir. Alors ça peut fonctionner avec de la colle aussi, c'est-à-dire que si on imprègne les lamelles de colle, bah, elles vont avoir exactement le même type de rendu, c'est-à-dire qu'on va vraiment les durcir par cette opération-là. Donc, c'est également un choix justifié. La question du montage ensuite, on va la retourner, regardez. Donc la question du montage, vous m'avez posé beaucoup de questions sur la façon dont c'était monté, c'est monté de manière très très simple, et donc vous voyez que vous avez tout ce petit schéma là qu'on retrouve sur les... je suis très près du micro, je pense que ça doit saturer. On va parler plus doucement, on va faire de l'ASMR, armure.
Bref, donc vous voyez qu'on a tout ce montage-là. Les espèces de petits tortillons comme ça, voilà, on les voit bien comme ça, les petits tortillons comme ça, qui sont en fait le reste de lacet que j'ai gardé pour pouvoir faire la maintenance de l'armure en cas de besoin, changer une écaille, changer un morceau de lacet et tout. On voit les petits tortillons comme ça sur les quelques armures qu'on a retrouvées. Alors souvent, les lassages ont l'air plus complexes sur les armures qu'on a retrouvées. Dans le doute, vaut mieux aller au plus simple et faire quelque chose qui soit efficace et qui corresponde aux sources plutôt que de chercher à faire plus compliqué sans qu'on sache vraiment pourquoi. Donc j'ai fait un montage qui est très simple, qui correspond à peu près aux sources, et voilà, tout simplement. On va la retourner à nouveau. Je vais m'écarter du micro. Merci pour cette belle séance d'ASMR. Qu'est-ce qu'il me manque? La question, alors oui, on m'avait posé la question, ce sont des lacets de cuir, hein. On peut utiliser des lacets en tissu également, alors j'en ai vu en soie, je pense qu'en lin ça doit pouvoir fonctionner, mais voilà, là en l'occurrence ce sont des lacets de cuir. Le grand avantage c'est qu'on peut utiliser le même cuir qu'on utilise pour les lamelles, on peut l'utiliser pour les lacets aussi, c'est très pratique. Ouais, j'en reparlerai à la fin de ça. La question des boucles, pourquoi avoir choisi des boucles comme ça plutôt que des lacets par exemple à attacher sur les côtés? Alors c'est très simple, c'est parce qu'en fait dans les sources on a un texte qui est un texte qu'on va appeler la Furusiyya. Donc la Furusiyya c'est l'art de la guerre des chevaliers d'islam. Ah, c'est beau dit comme ça. En gros c'est tout ce que l'équivalent des chevaliers au Moyen-Orient, alors là spécifiquement musulmans, devait être pour être de bons chevaliers si on veut. Voilà, vous avez tout un ensemble de notions à la fois guerrières, pratiques et philosophiques d'une certaine manière pour expliquer comment être un bon chevalier. L'équivalent d'un chevalier musulman en tout cas. Et donc on nous explique que cette armure, dont on entend parler à l'intérieur, doit absolument pouvoir être mise au grand galop, et des lacets pour mettre une armure au grand galop, c'est un petit peu compliqué, du coup les boucles se justifient pas mal. Alors dans l'idéal, moi j'aurais aimé avoir les boucles à cet endroit-là, c'est-à-dire beaucoup plus proche du corps, parce qu'en fait, quand vous avez l'armure comme ça, c'est plus pratique d'installer la boucle ici, plutôt que de devoir l'installer derrière. Alors avec un peu de souplesse ça fonctionne, mais bon, forcément le plus pratique. Donc voilà, le fait que ce soit ces boucles-là, ce soit un système d'attache par boucle, c'est justifié. Et alors pour la petite histoire, vous voyez que, je sais pas si on la voit bien, parce que normalement il fait le focus sur ma tête, du coup je me cache. Bref, alors, cette boucle-là que vous voyez que j'ai utilisée, elle est très très connue de tous les artisans amateurs de cuir, parce que c'est la boucle de base qu'on trouve un peu partout, qui fait un peu rétro. Et ben en fait, il se trouve que c'est une boucle moyen-orientale du XIIIe siècle, donc pas de problème pour nous pour les utiliser, et vraiment dans cette forme-là. C'est assez impressionnant à voir. Natalia qui râle. Tu veux pas râler ailleurs, chat ? Donc les boucles, c'est bon aussi, y compris dans cette forme double que vous voyez là, c'est tout à fait justifié, à la fois par les textes et par l'archéologie, puisqu'on a ces boucles. La question suivante, c'était la question de savoir pourquoi elle est aussi courte. Comme vous voyez, elle n'est pas très grande, et là-dessus je vais passer sur les images que j'ai tournées en atelier hier. Elle n'est pas très grande pour une raison très simple. Ces armures-là sont des armures de cavaliers moyen-orientaux qui sont avant tout des archers. Donc du coup, la première chose, c'est qu'ils doivent pouvoir s'asseoir sur leur cheval. Et si l'armure est trop grande, en fait, elle va leur remonter dans la gorge, et ils pourront pas tirer à l'arc, ils pourront pas monter à cheval, ils pourront rien faire en fait, et ce sera un petit peu dommage. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi courte, et qu'elle est souvent complétée avec une cotte de maille qui permet justement d'aller un peu plus bas. De la même façon, il n'y a pas de spalière dessus. Donc les spalières, c'est la partie qui protège les épaules. Il n'y a pas de spalière dessus parce que tirer à l'arc avec des spalières, c'est assez compliqué et c'est assez désagréable. Ça évite, ça empêche plein de mouvements, et c'est des mouvements que ce genre de cavaliers légers devaient pouvoir se permettre, donc ils ne mettent pas de spalière. Et là encore, la cotte de maille vient aider un petit peu à protéger les épaules, parce que évidemment les épaules peuvent être atteintes par des coups. Donc voilà, c'est protégé. Les tassettes, alors il n'y a pas de tassettes non plus. Les tassettes, c'est la pièce d'armure qui va protéger les cuisses. On en voit régulièrement aussi sur ce type d'armure, mais pas sur ce type de cavalier, parce que la technique de base de ce cavalier, c'est de foncer très vite vers l'ennemi, et à un certain moment de faire une volte à son cheval, de se retourner sur sa selle et de tirer. Et avec des tassettes, c'est très très inconfortable de tirer de cette façon-là, donc on évite d'avoir des tassettes tout simplement, et toutes les sources qu'on a nous montrent des cavaliers qui n'ont pas de tassettes. Voilà, donc pas de tassettes là-dessus. Alors on sait qu'il existe des armures lamellaires qui sont plus grosses, souvent en métal, avec pour le coup des spalières et des tassettes, mais qui ne sont probablement pas destinées à des archers, mais à de la cavalerie lourde. Voilà. Et bien écoutez, voilà, c'est tout. Donc comme vous le voyez, que ce soit dans l'existence même de cette armure, dans la forme des écailles, dans la couleur, dans le montage, dans la taille de l'armure,
tous les choix sont justifiés par les sources d'une manière ou d'une autre. Alors comme vous voyez sur la mienne, je suis assez découvert au niveau des flancs, parce que j'ai utilisé mes mesures d'il y a des années de ça, quand j'étais un peu moins épais que je ne le suis aujourd'hui, et voilà. Mais la cotte de maille me protège à cet endroit-là, donc c'est pas très grave. L'important de ce genre d'armure, c'est de fournir un renfort de protection sur le torse et le dos. Donc là, c'est finalement tout à fait bon. Si j'avais dû avoir une armure unique, c'est-à-dire pas de cotte de maille, parce que ça arrive qu'on emporte sans cotte de maille, ben dans ce cas-là, j'aurais couvert beaucoup plus les flancs pour me protéger. Et de la même façon, ça j'en ai pas parlé, mais elles sont très échancrées au niveau des épaules, pour la raison que j'ai déjà évoquée et que je vais vous montrer là tout de suite, c'est de pouvoir laisser complètement le porteur libre de ses mouvements, parce que sinon, en fait, il serait coincé et il pourrait pas notamment tirer à l'arc, ce qui est le plus important, ou manier son sabre ou la lance ou que sais-je. Alors ensuite, j'ai donc pris quelques questions que vous m'avez posées pour pouvoir y répondre. Vous m'avez demandé comment définir la taille, donc ça c'est ce que je viens de dire en fait. La taille dépend vraiment des mouvements qu'on peut faire avec ou non. Donc ça c'est très important, donc si vous voulez être complètement libre de vos mouvements, c'est-à-dire que vous êtes de la cavalerie légère et que vous devez tirer avec, et bien dans ce cas-là, vous faites une armure comme ça qui vous laisse vraiment les bras très très libres, qui est très courte et qui n'empêche pas vos mouvements. On m'a demandé le temps de fabrication pour ce type d'armure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent dans ma vie, j'en ai fait entre 20 et 30, et que j'arrive à un stade où il me faut à peu près 24 heures complètes pour faire une armure de ce type, donc c'est long sans l'être, hein. Vraiment ça se fait bien. Après, il y a un coup de main aussi, hein, faut pas se mentir, et il y a l'outillage qui aide. Voilà à quel point c'était protecteur. Maintenant, à quel point c'était protecteur. Alors un jour on fera des tests, mais avant ça je veux de la gélatine balistique pour ne pas fausser les tests. Je vous expliquerai pourquoi quand on les fera. C'est vraiment très très protecteur. La dernière fois que j'ai testé une armure comme ça, c'était du 3,5 je crois en millimètres d'épaisseur, vraiment bien serré, et on a testé avec une arbalète de 120 livres, donc c'est beaucoup plus puissant qu'un arc, et les carreaux, donc c'est-à-dire les projectiles de l'arbalète, ne passaient pas. Ça faisait des trous à l'intérieur, hein, il y avait peut-être 1 centimètre qui passait sur les pointes les plus effilées, mais ça passait pas. C'est vraiment impressionnant. À certains endroits vous avez 1 centimètre de cuir, 1 centimètre de cuir ciré et durci, je sais pas si vous vous imaginez, enfin c'est un sacré truc quand même, et du coup ça vraiment ça passe pas, donc c'est très efficace. Mais ça, on fera une vidéo particulière là-dessus un jour et on va beaucoup rigoler. On m'a demandé le coût de fabrication. Alors le coût de fabrication, ça dépend. Le plus cher, évidemment, ça dépend de l'outillage que vous avez. Le plus cher, c'est évidemment d'acheter le cuir, donc il faut compter une peau de cuir de 100-120 € là-dessus, et après vous pouvez faire les lacets dans la peau de cuir ou les acheter à part, c'est vous qui voyez. Et sinon la cire, honnêtement ça se trouve pas très cher, notamment dans des magasins de loisirs créatifs, parce qu'on s'en sert pour tout ce qui est sculpture, et donc vous avez des cires notamment brunes ou naturelles. Sinon vous allez voir l'apiculteur du coin, et généralement ils vendent de la cire brute, de la cire d'abeille pour un prix défiant toute concurrence, parce que lui-même en a souvent trop et ne sait pas quoi en faire, et ne va pas faire 15 millions de bougies, donc ils font des espèces de gros tas, des espèces de grosses meules, comme des meules de fromage mais avec de la cire, et on peut souvent en avoir pour même pas 10 € le kilo, même moins que ça, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ça coûte pas particulièrement cher à condition que vous ayez l'outillage, mais il faut compter entre 100 et 150 € pour ça. Si vous n'avez pas la foi de faire vos lacets vous-même, vous avez des sites sur internet qui en vendent pas mal, notamment Déco Cuir par exemple, moi je me fournis pas mal chez eux. Sinon, les magasins de chaussures ont parfois des lacets de cuir qui sont très très bien, qui sont utilisés normalement pour les chaussures bateau, mais qui fonctionnent très très bien pour les armures lamellaires parce qu'ils sont très solides, c'est des lacets qui sont carrés, et donc ça, alors tous les magasins de chaussures n'en vendent pas, mais il y en a certains qui le font encore, n'hésitez pas à vous renseigner, voilà. Sinon, chez les cordonniers on en a encore pas mal, c'est souvent un peu cher, mais ça vaut le coup d'aller jeter un œil là-bas. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à tout. Sinon évidemment, comme d'habitude, je répondrai en commentaire si vous en avez. J'essaye encore de répondre à tout. Si vous voulez voir plus de fabrication de ce genre, parce que je ne fais pas des vidéos de tout évidemment, ou de l'étape par étape, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram, parce que je poste beaucoup de choses dessus, et de plus en plus pour expliquer ce que je suis en train de faire. Et là encore, je réponds à toutes vos questions en commentaire si vous en avez. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et bien sinon, comme d'habitude, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, partout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas pour plus d'expériences historiques. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire ou à laisser un pouce bleu parce que ça aide énormément au référencement et c'est très intéressant pour moi. Ben voilà, écoutez, c'est tout, on a fait le tour. Et on a longuement parlé de cette armure. J'espère que vous comprenez un peu mieux la démarche du coup de l'équilibre et la pyramide des sources qui nous amène à un objet qui est
une hypothèse certes, mais qui est proche des sources et qui est cohérente. C'est ça la démarche en fait, c'est d'avoir quelque chose de cohérent par rapport aux sources historiques. J'espère que cette notion vous parle maintenant un peu plus. Quant à nous, eh bien, écoutez, on va se retrouver assez rapidement pour de nouvelles aventures historiques évidemment. Et en attendant, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Je sais pas vous, mais moi je me marre. Eh ouais mon gars.